Le revenu de base, ou ce qu'on appelle aussi l'allocation universelle, c'est une de ces idées qui fait beaucoup jaser. Pour certains, c'est une pure utopie, complètement irréalisable. Pour d'autres, c'est elle la solution à nos plus grands problèmes de société. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce débat-là, en analysant un des textes qui est vraiment tout parti, celui de Philippe Van Parijs. L'idée, c'est de comprendre ce qu'il y a vraiment derrière ce concept. En fait, tout est dit dans cette seule phrase. C'est ça, le cœur de la proposition. C'est simple, mais en même temps, c'est radical. Un revenu pour tout le monde sans aucune condition. L'idée a l'air claire comme de l'eau de roche, mais on va voir que les implications, elles, sont absolument immenses. Bon, voici comment on va procéder pour décortiquer ça. D'abord, on va regarder la motivation derrière l'idée. Ensuite, on va la définir très précisément. Après, on va examiner les arguments qui la soutiennent, on va s'attaquer à la grosse question, celle de l'argent, et finalement, on verra comment on pourrait passer de la théorie à la pratique. Alors commençons par le commencement, la motivation de l'auteur. Pourquoi est-ce qu'on se penche sur cette idée aujourd'hui? Bien parce que nos sociétés font face à des problèmes qui ne disparaissent pas, comme la pauvreté puis le chômage. Et nos systèmes d'aide sociale, eux, disons, qui commencent à montrer leurs limites. Et voilà la question de recherche fondamentale que Van Parijs essaie de résoudre. Le problème avec les systèmes actuels, c'est qu'ils créent ce qu'on appelle des trappes. La fameuse trappe du chômage, par exemple, où accepter un petit contrat te fait perdre plus en aide sociale que ce que tu gagnes en salaire. Ça décourage de travailler. L'objectif, c'est donc de trouver un mécanisme qui va briser ce cercle vicieux. OK, alors c'est quoi la solution qu'il propose? Pour bien analyser l'idée, faut la définir avec beaucoup de précision. Van Parijs, lui, il insiste sur 3 points, 3 caractéristiques qui la rendent complètement différente de tout ce qu'on connaît en matière d'aide sociale. Premier pilier, c'est individuel. Le revenu est versé à chaque personne, pas au ménage au complet. Ça change toute la donne. On n'a plus besoin de vérifier qui vit avec qui. Ça donne de l'autonomie à chaque individu, que ce soit dans un couple ou une famille, et ça peut même rendre la vie en communauté plus facile parce que partager un loyer devient plus avantageux. Le deuxième pilier, c'est souvent celui qui fait le plus sourciller. C'est universel. Ça veut dire que le revenu est versé à tout le monde, riche ou pauvre. L'hypothèse derrière ça, c'est qu'en éliminant toute la paperasse et la stigmatisation des tests de revenus, on s'assure que l'aide se rend vraiment à ceux qui en ont le plus besoin, sans que personne passe entre les mailles du filet. Et le troisième pilier, qui est sans doute le plus controversé, c'est sans condition de travail. Pas besoin de prouver que tu cherches un emploi ou d'accepter n'importe quel travail pour le recevoir. Et loin d'être une façon d'encourager la paresse, on va voir que dans le modèle de l'auteur, c'est justement cette condition-là qui est essentielle pour redonner un peu de pouvoir aux travailleurs les plus précaires. Donc, le point vraiment important ici, c'est le changement de philosophie. On passe d'un système qui réagit, qui intervient après que quelqu'un soit tombé dans la pauvreté, à un système qui agit en amont, qui prévient, un peu comme un filet de sécurité qui est là en permanence. On passe d'une logique d'assistance à une logique de droit. Bon, maintenant qu'on a bien défini le concept, on va regarder l'argument central. Comment ça marche au juste? Qu'est-ce qui rend cette idée si puissante? L'argument de Van Parijs y repose sur la combinaison des deux inconditionnalités qu'on vient de voir. C'est d'ici qu'on voit le mécanisme en action. D'un côté, le fait qu'il n'y ait pas de conditions de ressources, ça garantit que travailler, ça paye toujours. Chaque dollar de plus que tu gagnes, c'est un dollar qui s'ajoute à ton revenu. De l'autre côté, le fait qu'il n'y ait pas d'obligation de travail, ça donne aux gens la sécurité de base pour pouvoir dire non à des conditions de travail inacceptables. C'est une double libération. Et on arrive ici à la thèse centrale de l'article. Pour Van Parijs, le revenu de base, c'est pas juste un outil économique, c'est un instrument de justice sociale. Le but, c'est de donner à tout le monde une liberté réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas juste avoir le droit de faire des choix, mais avoir les moyens concrets de les faire. Mais bon, tout ça, ça nous amène inévitablement à la question à 1 million de dollars. Comment est-ce qu'on paye pour ça? C'est le principal argument contre, et l'analyse de Van Parijs, elle ne l'évite pas du tout. Pour bien comprendre la solution, il faut bien visualiser le problème. Cette schématisation, elle montre comment, avec l'aide sociale d'aujourd'hui, ton revenu net bouge à peine, même si ton revenu brut augmente un peu. C'est cette ligne plate qui représente la trappe. Honnêtement, pourquoi travailler plus pour rien gagner de plus? La question est donc lancée. Si le problème, c'est ce fameux plateau, comment le revenu de base fait-il pour changer la donne, pour faire en sorte que travailler vaille de nouveau la peine financièrement? Et voilà la solution, visuellement. Le revenu de base, il crée un nouveau plancher. À partir de ce plancher-là, oui, chaque dollar que tu gagnes est imposé, mais ton revenu net, lui, continue toujours d'augmenter. La courbe monte constamment. Le travail redevient toujours payant, peu importe le montant. Et là, on touche à une idée qui peut sembler complètement à l'envers. Comment est-ce que donner à tout le monde pourrait coûter moins cher? Bien, c'est possible si on pense aux coûts administratifs gigantesques de nos systèmes actuels.
Et aussi au non-recours. Il y a plein de gens qui ont droit à de l'aide, mais qui ne la demandent jamais. Un système universel, bien plus simple, pour être pas mal plus efficace et au bout du compte, moins cher. L'auteur est très clair sur le fait qu'il y a des choix à faire. Pour que la pente soit toujours positive pour les plus bas salaires, il faut bien trouver l'argent quelque part. Et ça veut dire inévitablement qu'il faut augmenter les impôts un peu plus haut dans l'échelle de revenus, y compris pour la classe moyenne. C'est ça, le vrai compromis politique et économique. Bon, si l'idée est si puissante et que les objections peuvent être gérées, c'est quoi les prochaines étapes? Comment on ferait pour mettre ça en place, concrètement? Von Paris ne parle pas de faire une révolution du jour au lendemain. Il suggère plutôt des étapes graduelles. On pourrait commencer avec un crédit d'impôt individuel et remboursable, ou on pourrait réformer l'aide sociale pour que les prestations diminuent moins vite quand on recommence à travailler. Ou même un petit revenu lié à une définition très, très large de ce que c'est la participation sociale. Pour conclure, les implications de cet article sont énormes. Ça remet en question nos systèmes d'aide sociale de fond en comble et ça propose une toute nouvelle direction. On a déjà des exemples partiels qui existent, comme le dividende en Alaska ou certains programmes au Brésil, qui nous donnent des preuves concrètes. Et surtout, ça ouvre la porte à plein de nouvelles questions sur l'avenir du travail et sur ce que ça veut dire la justice sociale. On termine avec cette question pour réfléchir. Avec l'automatisation qui change la nature du travail, avec les inégalités qui se creusent, l'idée de séparer un revenu de base de l'emploi, ce n'est peut-être pas une utopie finalement. C'est peut-être même une nécessité pour qu'on puisse garder une société juste et donner un vrai sens à la liberté de chacun. C'est la réflexion que nous laisse ce texte puissant.